Quiconque cherche un symbole spécifiquement sénégalais penserait sans doute au monument de la Renaissance africaine. Un site historique, culturel et touristique de plus en plus attractif. Quand on parle du Sénégal, on pense également à ces hommes qui ont eu à un moment donné de l'histoire à présider aux destinées de la nation sénégalaise. Ces chefs suprêmes de la nation qui se sont succédés dans ce palais présidentiel qui jadis était le palais du gouverneur de l'Afrique occidentale française, dont le dernier gouverneur fut Pierre Messmer, qui sera remplacé en 1960, c'est-à-dire à l'indépendance, par M. Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal indépendant. 20 ans plus tard, le président Senghor céda le pouvoir à son premier ministre, M. Abdou Diouf, qui, comme son prédécesseur, fera 20 ans au pouvoir avant de le perdre face à Maître Abdoulaye Wade lors des élections présidentielles de 2000, au second tour. Maître Wade, président bâtisseur, fera 12 ans au pouvoir avant de le perdre face à son ancien premier ministre, M. Macky Sall, l'actuel président de la République du Sénégal. Puisque nous parlons de la bande des Filao, les questions que nous nous posons sont: quelles sont les responsabilités de ces chefs suprêmes de la nation et de leurs différentes équipes gouvernementales dans la création, la gestion et la protection de cet écosystème naturel créé par des hommes et des femmes qu'on appelle la bande des Filao? Quels sont le contexte géographique, historique et les objectifs de la création de cette bande des Filao sur le littoral nord du Sénégal? Contexte géographique, historique et objectif des plantations de Filao sur le littoral nord du Sénégal. La bande des Filao a été créée pour fixer les dunes littorales et protéger les zones des Niayes contre les effets néfastes du vent. Le Filao est un arbre originaire du Pacifique, fixateur d'azote qui peut servir de brise-vent, de bois de chauffe et très efficace pour stabiliser les dunes vives. Il est introduit au parc forestier de Han en 1908. Dès 1925, le service de l'agriculture l'utilise pour reboiser les alentours du lac Huy qui étaient menacés d'ensevelissement par les dunes. Bien que les premiers efforts de stabilisation des dunes vives remontent à 1925, ce n'est qu'en 1948 que le service forestier décide d'intervenir massivement devant une situation jugée alarmante. Les premiers boisements ont pour but de limiter le déplacement des sables dans la zone du Cap-Vert par la création d'un abri végétal large de 200 mètres et long de 30 km entre Malika et Kayar. Au total, 5013 hectares ont été reboisés en Filao entre 1948 et 1959. À l'indépendance, il faut attendre l'année 1972 pour voir surgir de nouvelles initiatives de fixation des dunes avec le Filao, mais devant l'ampleur du programme à réaliser, le gouvernement sénégalais demanda l'assistance du Programme des Nations Unies pour le développement en 1973 afin de poursuivre ses efforts. En 1982, un des objectifs du gouvernement est atteint, à savoir la création d'un fond vert continu large de 200 mètres reliant Dakar à Saint-Louis, entièrement réalisé avec le Filao. Entre 1974 et 1990, l'État du Sénégal, avec l'appui de ses partenaires tels que le PNUD et les coopérations canadiennes et américaines, réalise 12 000 hectares de plantations. Mais dans la région de Dakar, on observe une quasi-absence de reboisement depuis 1986, alors que le Filao est une essence de courte longévité 30 à 40 ans qui ne rejette pas de souche en peuplement et ne se régénère pas naturellement sous son propre couvert. Pour mieux comprendre le rôle des différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays dans la création, la gestion et la protection de la bande des Filao du littoral nord de Dakar, nous avons décidé de faire un suivi diachronique de ce paysage en nous appuyant sur des images satellites Landsat et Copernicus qui datent de 1942, 2008 et 2021, en positionnant notre caméra à 700 mètres par rapport au niveau de la mer.
car l'objectif n'est pas d'avoir une vision touristique du territoire, mais d'avoir une vision globale qui nous permet de repérer les différents changements intervenus dans l'usage du sol. Janvier 1942. Le littoral nord de Dakar vit du ciel. Il n'y a pas de traces de filao, car en réalité les campagnes de reboisement des filaos dans les secteurs sud, centre et nord de la région des Niayes ont démarré en 1948, comme il a été mentionné précédemment. Nous avons décidé de laisser les labels des communes et des quartiers en vue de mieux nous orienter dans le temps et dans l'espace, car excepté Cambérène, aucune des villes bordières du littoral nord de Dakar n'existait à l'époque. Ce cliché nous montre une cuvette maraîchère menacée d'ensevelissement par l'avancée des dunes vives du littoral, ce qui d'ailleurs a poussé les autorités à mener différentes campagnes de reboisement en vue de les stabiliser et de protéger les zones de culture. Des travaux de reboisement avec le filao sur une dune vive. À l'arrière-plan, une plantation de filao âgée de 7 ans. Au premier plan, des semis de filao prêts à être employés. Des hommes et des femmes à l'œuvre au milieu. Ce qui nous appelle à plus de responsabilité et interpelle notre devoir de transmettre ce que nous avons reçu des anciens à la génération future dans de meilleures conditions. Est-ce que ça sera le cas? Mars 2008. Nous partons de la baie de Yoff, destination Lac-Rose. Pour rappel, l'un des objectifs du gouvernement était de relier Dakar à Saint-Louis avec un corridor vert large de 200 mètres constitué essentiellement de filao. Cet objectif a été atteint en 1982. Mais comme le montre cette image satellite de 2008, en lieu et place de ces filao se trouve maintenant du béton. Et pourtant, plusieurs études menées, notamment par la Banque mondiale, sur la gestion des périls naturels et des risques liés au changement climatique à Dakar, montrent clairement que le littoral nord de Dakar présente le plus grand risque d'érosion côtière liée au changement climatique, notamment la remontée des eaux marines, due à l'augmentation des températures. Cité Amontois, cité enseignant, cité SHS, Darussalam, cité Adama Diop, cité Barili, cité urbanisme, Amont 456. Tous ces quartiers sont construits sur le périmètre de reboisement de la bande des Filao. Tout s'accélère depuis la création de Guédiawaye comme département en 2002. Tout s'accélère bien évidemment depuis l'arrivée au pouvoir de Maître Wade en 2000 jusqu'à maintenant. On observe une rupture totale dans la gestion de cet écosystème
entre les socialistes et les libéraux. Au moment où les premiers cherchaient des partenaires internationaux pour planter et protéger des cuvettes maraîchères, les derniers optent pour la construction de maisons et d'infrastructures routières. Ils créent notre propre vulnérabilité. Car en réalité, la bande des Filao protège la ville mieux que n'importe quel ouvrage de génie civil contre l'avancée de la mer et les régions côtières. Plusieurs études montrent que les enrochements, les polders et les brises-lames ne règlent pas le problème des régions marines. Ils déplacent justement le problème des régions ou la zone d'érosion vers un secteur non protégé. Et dans beaucoup de pays du monde, confrontés au problème de la remontée du niveau des eaux marines et des régions côtières, des plages artificielles se créent et des végétations en arrière-plage pour freiner l'avancée de la mer. Ce que les anciens ont réussi il y a de cela près d'un siècle, nous sommes en train de le démolir. Pour des raisons scientifiques que personnellement j'ignore et que les études scientifiques n'ont pas mentionnées. Plusieurs écrits, plusieurs publications scientifiques accessibles à tous ont lancé un appel, ont alerté sur la nécessité de protéger cette bande de Filao qui non seulement a été créée pour protéger des cuvettes maraîchères, mais dans un contexte urbain, ce n'est plus les cuvettes qu'elle protège, mais la ville en elle-même. Contre les embruns marins, bien sûr, qui ont un effet corrosif sur le bâti, mais contre l'avancée de la mer. Elle offre également plusieurs services écosystémiques. C'est un poumon vert de la ville. Qui nécessite d'être protégé à tout prix. Quittons la bande des Filao pour entrer dans le périmètre de l'agriculture périurbaine pour voir ce qui s'y passe. Cité Keur Salam, Niack, deux villes ou villages à retenir pour mieux analyser la dynamique du paysage entre 2008 et 2021. Nous constatons également que le périmètre est une zone humide avec une nappe phréatique subaffleurante qui devait être protégée à tout prix pour sa sensibilité, mais également pour ravitailler la capitale sénégalaise en produits maraîchers bio et frais. Hélas, comme le montre l'image de 2021, on assiste à un développement spectaculaire des constructions dans cette zone sensible qui nécessite avant toute installation humaine une viabilisation sérieuse pour éviter le syndrome de la banlieue de Dakar, c'est-à-dire la pollution de la nappe phréatique par les installations des systèmes d'assainissement individuels tels que les fosses septiques. Nous arrivons à destination. On aperçoit des maisons construites en bordure du lac et de l'autre côté le triste décor de ce qui reste de la bande des Filao que les anciens ont construit sur près d'un siècle. Qui l'aurait cru? Certainement pas Senghor, encore moins Abdou Diouf.
Avril 2021. Nous repartons de la baie de Yoff, direction Lac-Rose. Une route, la VDN, est construite. Et pourtant, comme nous allons le voir tout à l'heure, une carte produite par Géoville et l'Institut africain de gestion urbaine sous la direction de la Banque mondiale montre que le secteur du littoral nord de Dakar est le plus exposé à l'élévation du niveau de la mer et serait donc le secteur le plus érodé. Cette carte montre donc, vous voyez en rouge, le secteur où le risque d'érosion marine est beaucoup plus élevé à Dakar. Potentiel relatif d'érosion côtière de Dakar agrégé sur des cellules de 250 mètres. Seul l'axe Cap Manuel, port autonome de Dakar, est à l'abri de l'érosion côtière. Le plus grand risque s'observe sur la corniche nord. Et pourtant, cette barrière naturelle, ce rempart qui avait été construit et détruit, en lieu et place, on préfère une route et des maisons qui certainement dans 100 ans ne seront plus là. Observons le triste décor, le sort qui est réservé aux filaos que les anciens ont construit. Cette infrastructure que les anciens ont construite sur 100 ans, nous le détruisons en quelques années. C'est triste. On aurait imaginé un événement naturel qui aurait fait ces dégâts, mais pas des humains, encore moins des chefs, des décideurs qui auraient interdit toute action allant dans le sens d'une quelconque dégradation de cet écosystème. Aucun fondement scientifique ni social ne peut justifier l'abattage des filaos du littoral de Dakar. Les filaos protègent la ville contre les risques d'érosion et de submersion marine mieux que n'importe quel ouvrage de génie civil. La destruction de la bande des filaos du littoral nord de Dakar est sûrement un drame écologique, en prélude d'une catastrophe humaine et économique. Nous créons notre propre vulnérabilité. Mais ça se comprend dès lors qu'aucun des documents d'urbanisme en cours de mise en œuvre à Dakar ne prend en compte les risques climatiques et que les autorités qui devaient lutter contre la déforestation prennent part à l'abattage du rempart écologique. Les magistrats qui s'installent tranquillement au nord de la commune de Sam Notaire dans le domaine forestier de l'État, le syndicat des domaines à Malibu, un quartier du Golfe Sud, avec leurs immeubles, l'État avec la construction d'infrastructures routières sur le littoral, et les conseillers municipaux participent aux coupes anarchiques des filaos de Dakar. Outre le caractère illégal de ces abattages, le risque écologique s'accroît
pour l'écosystème des Niayes et pour les constructions menacées par l'érosion côtière accélérée. Entrons encore dans le centre, ou dans la zone jadis qui était réservée à l'agriculture périurbaine, partout des briques, de façon disparate, sans cohérence aucune. Cité Keur Salam, qui n'existait pas en 2008. Les parcelles de culture sont devenues des amas de pierre et d'asphalte. Sur une nappe phréatique subaffleurante. Nous savons tous les conséquences écologiques d'un système d'assainissement individuel. C'est la nappe qui se trouve à quelques mètres de profondeur. C'est la pollution, comme ce fut le cas de la nappe de sable du quaternaire de Thiaroye, qui n'est plus pompée. Et il suffit quelques gouttes de pluie pour qu'il y ait saturation et inondation dans la banlieue de Dakar. On reproduit exactement le même modèle, à l'identique. Quel drame! Sous le regard indifférent de nos autorités. On ne peut pas empêcher l'étalement urbain, mais on peut limiter les conséquences en viabilisant les parcelles et en contrôlant les délibérations. Et en même temps en délimitant les zones non constructibles. Il serait intéressant aussi de préserver ce périmètre agricole périurbain pour le bien-être de tous, des agriculteurs et des consommateurs de la ville. Notre fameuse bande des Filao, qui n'est que l'ombre d'elle-même. Pour recevoir nos prochaines publications, nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche de notification.